On va commencer cet atelier tout doucement, donc atelier Nadar, avec donc le lauréat du prix Nadar et le photographe qui a participé au livre lauréat de cette année. Avant de commencer à présenter le livre dont nous allons parler ce soir, je suis donc Aurélie Lacouchy, responsable de la bibliothèque de la MEP, et je me suis occupée du prix Nadar pendant quelques années. Je remercie et je félicite Isabelle Rouvillois qui a été la déléguée du prix Nadar pour la première fois cette année. Un grand bravo, et j'espère que malgré tout le travail que ça représente, tu y as pris du plaisir quand même. Je remercie également les partenaires du prix Nadar qui dotent le prix et qui nous aident dans toutes sortes de choses autour du prix Nadar, genre d'image. Donc à commencer par le ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale de France qui nous aide depuis le début, mais également le musée Nicéphore-Niepce, la FNAC et l'imprimeur Escourbiac. Je vais aussi, avant de parler donc de notre lauréat, remercier le jury. Donc je vous présente très rapidement le jury qui a dû départager 122 ouvrages reçus par 41 éditeurs français. Le jury était cette année présidé par Sylvie Aubenas, qui est directrice du département des estampes et de la photographie à la BNF Richelieu. Et les autres membres du jury qui représentent tous les aspects, toutes les facettes du livre photo. Donc Auréane Bergère qui est au ministère de la Culture. Je ne vous détaille pas l'intégralité des titres, veuillez m'en excuser, mais vous le retrouverez sur le dossier de presse et en ligne. Clément Chéroux qui est directeur de la Fondation Cartier-Bresson, Laetitia de la Laurencie qui est responsable de la librairie Arthazar, Alain Escourbiac qui est imprimeur et membre vice-président des gens d'image, Géraldine Lay qui est éditrice chez Actes Sud et qui est la lauréate de l'an dernier pour Chambre 207 du photographe Jean-Michel André, Fabien Ribéry qui est écrivain et auteur du blog L'Intervalle sur le livre photographique, Isabelle Rouvillois, donc déléguée du prix Nadar Gens d'Image cette année, Alice Santinelli, qui est consultante en projet d'édition photographique et également coprésidente de l'Association nationale des iconographes, l'ANI, Emmanuel Vieillard, qui est chargé de la communication et du mécénat au musée Nicéphore-Niepce à Chalon-sur-Saône, et Jessica Villaudière-Sansari, responsable du livre Beaux-Arts et de la direction commerciale du livre à la FNAC. Avant d'en arriver au livre, mais promis, je vais y arriver. Vous savez que le prix Nadar, donc parmi ces 122 livres qui ont été présentés, c'est aussi 10 livres remarqués. Donc le jury se passe en plusieurs tours et l'avant-dernier tour consiste à dégager 10 livres remarqués et remarquables. Il y avait donc cette année Father de Diana Marcosian, édité par Atelier EXB. Non-fiction de Henri Kisileski, édité par Le Bec en l'air. Between the Skin and the Sea de Catherine Koenig, édité par Chose Commune. M.E. de Rinko Kawoshi, édité par Del Pirenco. Il Brésil de Vincent Catala, édité par Dune Édition. Venir voir venir de Jean-Pierre Lebar, édité par Far West. Les Roses des Tierras de Irène Zotola, édité par Iki. Le bruissement entre les murs de Clara Chichin et Sabatina Leschia, édité par Sonson, désolé si j'ai écorché. Et Les Hauts du Nil de Morgan Fash, édité par La Crête Édition. Et bien sûr, le 10e, enfin un des 10 dans cette sélection, c'était Aux Ombres de Simon von Steenwinkel, qu'on accueille ici, photographe, édité par La Main-d'Onne et son éditeur David Fourré. Donc c'est de ce livre que nous allons vous parler. Tous ces livres se retrouvent en librairie, ça tombe bien, c'est bientôt Noël, si vous hésitez, n'hésitez pas à acheter des livres. La liste, tout ça, c'est sur le dossier de presse que vous retrouvez sur le site de Gens d'Image. Vous faites prix Nadar 2025 et vous aurez toutes ces informations, vous pourrez les imprimer, les afficher chez vous, c'est génial. Et bien maintenant, on va s'intéresser à ce livre, Aux Ombres, qui a eu donc le prix Nadar. On va partir donc avec les Indiens en Amérique. Vous allez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, comment est né ce projet, comment est né le projet d'aller photographier ces Indiens,
de faire ce livre ensemble. Et on va voir au fur et à mesure de la soirée toutes les étapes et peut-être les défis qu'il y a eu à surmonter pour arriver à cet ouvrage lauréat. Et j'ai pas encore touché à mon jouet. Merci. Et évidemment, si vous avez des questions, on essaiera de garder une dizaine de minutes à la fin pour si vous avez des questions, mais entre-temps, n'hésitez pas à nous en poser. Dernière petite chose avant que je vous laisse la parole, l'atelier est filmé et vous pourrez le retrouver bientôt dans quelques semaines en ligne sur la chaîne YouTube de Gens d'Images. Alors, qu'est-ce qu'on peut commencer peut-être par Simon, la genèse de ce projet? Comment est-ce qu'on en vient à aller photographier Oui, bien sûr, on peut commencer par là. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça a commencé? Peut-être déjà par un attrait particulier que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit pour l'Amérique, et notamment les cultures amérindiennes. Voilà, donc ça remonte à très loin. Et un beau jour, je suis tombé sur des images de Guy Lequerec, photographe chez Magnum, qui avait photographié une chevauchée dans le Dakota du Sud en 1990. Et voilà, donc ces images m'ont énormément interpellé. Je me suis renseigné sur le sujet, donc je me suis rendu compte en fait que ce sujet donc des chevauchées avait lieu tous les ans depuis 1986 dans le Dakota du Sud. Donc certains membres de certaines tribus Lakota, chaque année, font un espèce de pèlerinage de 15 jours à cheval. Ils refont l'exact trajet de la tribu du chef Lakota Bigfoot, qui s'est fait massacrer à Wounded Knee en 1890, le 29 décembre pour être précis. Donc voilà, je n'avais aucune connaissance de ces événements et j'ai directement été interpellé par ce sujet parce que je trouvais que pour une fois, on montrait autre chose que la vie dans les réserves indiennes actuelles. En même temps, ces images ramenaient aussi un passé pas si lointain. Donc voilà, on avait l'impression de voir des espèces de cavaliers Lakota sortir des temps immémoriaux, mais en même temps, on se rendait compte que c'était actuel parce qu'il y avait des voitures, il y avait des habits actuels, des choses qui nous faisaient dire que ça se passait à cette époque-ci. Donc je me suis renseigné sur le sujet très longuement. J'ai regardé un documentaire cinéma de Stéphanie Gillard qui s'appelle The Ride et qui parlait de ce sujet-là également. Donc je me suis vraiment renseigné très longuement et je me suis dit que c'était le genre de sujet que j'adorerais faire aussi. Ça m'attirait à tous les niveaux, aussi bien photographique qu'humain. Et donc voilà, j'ai essayé de trouver des contacts sans jamais vraiment en avoir, parce qu'il faut savoir que ils sont assez réfractaires à accueillir des photographes ou des journalistes européens parce que le sujet est souvent traité sous le même prisme de la pauvreté, de la violence, de la vie difficile, de l'alcoolisme. Et donc ils ont beaucoup de mal à accepter des journalistes ou des photographes parce ils ont toujours l'impression de se faire voler une fois de plus. Donc les photographes viennent, prennent des photos, repartent. Donc j'ai fait face à beaucoup de murs, à beaucoup de portes fermées, à beaucoup de fenêtres fermées. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui commente une de mes photos sur Facebook, une photo de cheval justement. Et donc elle s'appelle Natosha Luger. Et puis je vais voir son profil sur Facebook et je vois qu'elle est Lakota, qu'elle vit à Standing Rock. Et qu'elle filme, elle fait des lives Facebook de toutes ses chevauchées. Et donc je la contacte, j'apprends je regarde la chevauchée via ses yeux sur Facebook et puis on commence à communiquer. Un beau jour, je prends mon courage à deux mains et je lui demande voilà, est-ce que moi c'est mon rêve depuis toujours de venir photographier cette chevauchée. Ça faisait déjà plusieurs années que j'essayais mais que j'arrivais pas. Et puis elle m'a simplement dit voilà, tu n'as qu'à venir l'année prochaine. Et je me suis retrouvé en décembre. J'ai d'abord été une première fois en mai. Parce qu'il faut savoir qu'il y a cette chevauchée-là qui a lieu en décembre, mais qu'il y a d'autres chevauchées plus locales et plus petites qui ont lieu. Il y en a de plus en plus.
Donc je me suis retrouvé en mai dans le Dakota du Sud pour les rencontrer et pour participer à la chevauchée de décembre la même année. Voilà. Très bien. Et en mai, du coup, tu es resté combien de temps? C'était parce que j'imagine qu'il fallait le temps de s'imprégner, d'apprendre à connaître les gens, d'apprendre à se faire connaître et tout ça. Est-ce que ça a déjà donné lieu à des photos ou est-ce que c'était juste un moment de prendre contact, de faire connaissance? Non, en mai, donc j'ai déjà commencé à faire des images. Donc c'est une chevauchée qui dure moins longtemps. Elle dure une semaine. Elle a lieu uniquement dans la réserve de Standing Rock. Ils vont de cimetière en cimetière pour honorer les tombes d'anciens chefs Lakota. Et ces chevauchées sont toujours un prétexte pour se rencontrer. Pour eux, c'est un lien social énorme parce que la vie dans les réserves, ils sont assez isolés les uns des autres. Il n'y a pas de lieu culturel ici comme on peut avoir en Europe. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de cinéma. Les seules choses s'ils sortent de chez eux, c'est pour aller à la pompe à essence, acheter à manger. Il y a des casinos, mais bon, c'est pas... Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, c'est une façon pour eux de se rencontrer. Et donc, j'ai été 3 semaines, la première fois, là, en mai. Déjà pour rencontrer Natosha et sa famille, pour rencontrer les gens, essayer de faire en sorte qu'ils m'acceptent, parce qu'ils sont, comme je disais, ils sont assez frileux à recevoir des Européens ou même des Américains, enfin des gens qui sont en dehors de leur cercle qui est assez fermé en fait au final, mais qui est tout à fait compréhensible. Et donc j'ai passé une semaine d'abord avec Natosha et sa famille, puis la semaine sur la chevauchée, puis encore une semaine après pour voir d'autres choses. Donc j'ai été 3 fois 3 semaines à chaque fois. Ouais. Et alors comment on se fait accepter justement si le contact est difficile? Comment est-ce qu'on arrive à se faire accepter? En fait, je pense que les jeunes, ils acceptent assez facilement. Il suffit de faire 2-3 blagues. Et puis, en fait, les jeunes sont assez à l'aise avec la photographie et tout ça. C'est plus les personnes plus âgées qui ont beaucoup de ressentiment. Et je pense qu'une fois que j'ai expliqué le projet, justement, que j'étais là pour montrer la chevauchée et le fait que c'est un événement qui est magnifique, en fait, parce que ça... au niveau symbolique, mais aussi au niveau de tout ce que ça représente, au niveau de la survivance, de la force, du courage, parce qu'il faut savoir qu'en décembre, ils chevauchent 15 jours sur 450 km dans des températures qui parfois avoisinent les moins 20 degrés, des fois plus quand il y a du blizzard. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire, de très courageux. Et c'est des jeunes qui des fois montent 15 jours à cheval à crue. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment impressionnant, et donc je pense qu'à partir du moment où ils ont compris que j'étais là pour des raisons qui étaient plutôt positives et généreuses, enfin que j'étais pas là pour montrer justement. En fait, à partir du moment où on montre ce qu'ils font réellement et qu'on sort du côté un peu sensationnaliste de la vie dans la réserve, je pense au début ils étaient un peu réfractaires. Il y en a qui l'ont toujours été, même à la fin qui me disaient tu es là parce que c'est Natosha qui t'a amené, mais sinon tu serais pas là. Je pense qu'à partir du moment où on reste honnête et on montre qu'on est curieux et bienveillant, je pense que voilà, ils ont commencé à m'accepter petit à petit. Ils m'ont donné un surnom, donc là ça a commencé. Le surnom qui est? Oh, c'est Bigfoot justement, donc parce que j'avais des bottes et ça me faisait des grands pieds, donc ils étaient mordus. Donc le Bigfoot c'est le Sasquatch, et donc c'est un monstre vilain qui est pas gentil. Il m'appelait Kevin Costner aussi par moment, parce que ça m'a beaucoup fait rire. Et donc ils ont essayé aussi de me faire monter sur des chevaux, mais des chevaux qui sont assez sauvages, donc ils savaient que j'allais tomber, donc j'ai eu l'intelligence de dire non. Voilà, donc à partir du moment où je pense où ils commencent à rigoler, parce qu'il faut savoir qu'ils ont un sens de l'humour immense, même je pense même plus que les Belges. Et donc voilà, et puis ils sont bien foutus de moi aussi par moment, parce que c'était de bonne guerre. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où on est comme ça bienveillant, à un moment ils nous oublient, et puis ils nous oublient ou ils nous acceptent, et voilà, ça se fait naturellement. Est-ce que tu leur montrais certaines photos au fur et à mesure ou pas du tout? Oui, je suis retourné à chaque fois en leur donnant des photos, parce que j'ai fait aussi beaucoup de portraits d'eux, et à chaque fois je revenais avec les photos de la fois précédente. Et voilà, avec la promesse aussi de ramener une partie des
des bénéfices du livre, parce qu'il faut savoir que, bon, évidemment, ils ont besoin de beaucoup d'argent, parce qu'il y a la chevauchée qui se déroule, mais il y a aussi toute une intendance qui suit en véhicule, avec des véhicules qui demandent beaucoup d'essence, et donc ils ont beaucoup de besoin d'argent, justement, ne fût-ce que pour l'essence de leur véhicule. Il y en a qui participent pas à la chevauchée parce qu'ils n'ont pas d'argent pour l'essence. Pardon, excusez-moi. Et donc, voilà, je pense que tout ça, puis le fait de leur partager les livres par après, je pense que ça fait partie je trouve, de l'échange aussi, parce qu'ils m'ont accepté, ils m'ont logé, nourri pendant plusieurs semaines. Voilà. Et du coup, pendant la chevauchée, ils logent comment sur des... J'imagine des tipis, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Il y en a qui ont des tipis, effectivement. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, ils sont logés dans les centres communautaires, parce qu'il y a quand même ça, effectivement, dans chaque petit village de chaque réserve, il y a un centre communautaire où ils peuvent se retrouver, effectivement, où ils prennent des repas, ils font des choses comme ça. Donc, on logeait soit dans les centres communautaires, soit dans les gymnases des écoles. Et quand c'est pas possible, en extérieur. Mais là, c'était vraiment pas... En extérieur, par moins 20, peut-être que c'est... Oui, c'était... eux, ils sont équipés, moi, je l'étais beaucoup moins. Donc, mais sinon, oui, on dormait à chaque fois tous ensemble, dans des lieux plus ou moins chauffés, dans des églises abandonnées aussi. Hein, on a dormi dans des églises abandonnées. En fait, c'est un peu à la débrouillardise. Et c'est chaque fois une famille du coin qui accueille les cavaliers, qui leur offre le repas. Donc il y a vraiment toute une solidarité qui se forme autour de la chevauchée. Il faut savoir aussi que les cavaliers visitent les familles malades qui ne peuvent plus quitter leur domicile et donc qui n'ont pas de droit aux soins parce qu'ils ont très peu d'accès aux soins, que les cavaliers les visitent parce qu'ils sont considérés comme sacrés, donc pour leur apporter du réconfort et de la chance aussi, voilà. Et alors donc, comment on en arrive au livre ? Est-ce que dès le départ, le livre était une évidence, dès le départ du projet ? Est-ce que c'est venu petit à petit ? Comment est-ce que l'idée de traduire ce sujet en livre plutôt que juste de faire une exposition ou je ne sais quoi, comment c'est venu ? En fait, moi, quand je fais de la photographie, je réfléchis tout de suite au livre, parce que pour moi, c'est le support... c'est le support le plus adéquat pour la photographie. J'aime beaucoup l'exposition aussi, mais j'ai l'impression que le livre photo est un peu le point final d'un projet. C'est-à-dire que c'est la forme de représentation de la photographie qui restera. Une exposition est plus éphémère. Donc je réfléchis effectivement tout de suite à un projet de livre dès que je commence un nouveau projet. Je suis moi-même éditeur de livres photo à Bruxelles, enfin avec une petite maison d'édition, mais on fait que 2-3 livres par an qui s'appellent les éditions Le Mulet. Et donc voilà, dès le départ, j'ai pensé à réaliser un livre. Je connaissais très bien le travail de David, parce qu'on a une espèce de petit groupe aussi d'amis qui se connaissent bien et qui tournent autour des éditions La Main Donne. Et donc je lui en ai parlé après la première chevauchée, avant d'aller à la deuxième, je lui en ai déjà parlé. Il avait l'air intéressé par le sujet. Et puis finalement, ça s'est fait petit à petit. Et alors donc David, comment est-ce que tu accueilles le projet quand Simon vient te trouver, commence à te parler de ces prises de vue qu'il est en train de faire ? Comment est-ce que ça va se concrétiser ? Déjà, on se connaît depuis longtemps avec Simon. Effectivement, les éditions La Main Donne, c'est essentiellement pas que, mais essentiellement des photographes qui forment une sorte de famille. Déjà parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils sont amis, parce qu'il y a des travaux qui convergent un peu vers une image comme ça, assez intimiste, un peu tremblante, comme dit Simon. Donc voilà, donc c'est déjà un petit groupe qui se connaît très bien. Moi, je sais ce que Simon édite à côté, les livres qu'il a fait chez d'autres éditeurs. Donc voilà, on se côtoie depuis déjà un moment. Et puis, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans à Polycopie, justement, que tu m'en parles la première fois. Je crois que tu m'avais envoyé quelques images comme ça, un peu iconiques, mais peu de choses. Mais au-delà même de l'image, ça a été dans un café, la façon dont Simon évoque ce sujet.
là, il y a vraiment eu quelque chose, une sorte de déclic quand même, parce que j'avais presque envie de l'enregistrer. Il en parlait vraiment bien, comme il vient d'en parler déjà et comme il va continuer à en parler. Et ça, c'était le déclic. Donc tout de suite, on s'est dit, bah voilà, il faut y aller, quoi. Donc on s'est revus 1 an après, toujours au moment de Polycopie de Paris Photo. Toi, tu avais déjà fait des voyages en plus. Et puis, il nous a resté 1 an pour essayer de boucler ce livre. Ça a été un peu juste parce qu'à la fin, tu as quand même pas mal galopé. Pas sur un cheval, mais parce que c'est un livre qui est... C'est un livre qui est important pour moi et qui est très abouti. Alors, abouti pour nous, c'est-à-dire que pour nous, le livre, c'est vraiment le livre qu'on voulait. Un autre éditeur aurait sans doute fait peut-être autrement, mais en tout cas, c'était le livre qu'on a aujourd'hui entre les mains, c'est vraiment le livre dont on a rêvé. Mais c'est un livre qui a plein d'entrées, c'est un livre qui déjà présente une photo, vous en avez vu quelques-unes, qui sont des photos très fortes, quoi. Il y a un travail de l'image qui est très personnel, qui est très puissant. Mais au-delà de ça, l'idée, c'était surtout pas de faire un livre de belles images. Parce que faire un livre avec des belles images sur un sujet qui peut être sensible jusqu'à certains points, parce que c'est aussi effectivement, il y a aussi vivre dans des réserves, dans des conditions qui sont très difficiles. Ils se sont fait voler beaucoup de choses, leur terre, leur culture, leur image. Donc l'idée était aussi de moment de rendre compte de quelque chose, d'être dans un documentaire. Guy Le Quérec l'avait fait 35 ans avant, façon Magnum, avec un très joli texte de Jim Harrison. Et l'idée était vraiment d'avoir l'équilibre, la balance entre ce travail documentaire, en même temps une vraie photo d'auteur très personnelle, comme ça, avec, tu nous en parleras un petit peu, en argentique, avec des pellicules particulières, etc. Et puis aussi de contextualiser. Donc il y avait l'idée du texte aussi. Qu'est-ce qu'on met dans le texte ? Est-ce qu'on raconte ? Est-ce qu'on est un petit peu historique ? Est-ce que c'est simplement toi qui racontes en disant je ? Voilà, on s'est posé quelques questions, et puis finalement, c'est un livre qui tout de suite, de toute façon, on était bien obligé de se dire que ça allait pas être un livre avec une grande liberté on va dire de structure. C'est-à-dire que quand je fais des livres avec d'autres photographes sur un sujet plus intime, on va dire, enfin vraiment intime, même si pour moi cette photo-là, elle est très intime parce que derrière toute cette photo, il y a Simon. Et moi, je le sens derrière ces images. Quand on travaille avec, je sais pas, Gilles Roudière, Gabriel Duplantier, des gens avec qui j'ai déjà travaillé, ou Julien Coucantin, on a beaucoup de liberté sur la forme, voilà, parce que il n'y a pas une narration qui s'impose là. Il fallait quand même raconter quelque chose, c'est-à-dire raconter des chevauchées. Donc les chevauchées, c'est un parcours avec des étapes. Donc voilà, donc il y a de toute façon une structure un peu du livre qu'on a suivi, qui était une structure vraiment géographique, presque chronologique dans les chevauchées. Et après, par contre, on a eu tout ce travail de questionnement sur... on a choisi pour chaque partie de faire des portfolios avec des images en double page comme ça qui se succèdent pour un peu immerger le lecteur dans une ambiance. Mais à chaque fois, il y avait un petit texte, il y avait un texte introductif aussi qui contextualisait beaucoup ce que c'était ce massacre de Wounded Knee, quoi, et qui signe un peu la fin des guerres indiennes, mais il y a quand même des années et des années avant où il y a eu des guerres indiennes, et puis à la fin un appareil un peu plus critique avec une chronologie, des dates, quelques documents, mais avec toujours cette idée d'être léger, de ne pas vouloir être encyclopédique, de ne pas vouloir être trop didactique. Enfin, on l'est didactique, mais voilà. Et tout l'enjeu de faire un livre comme ça, c'était de trouver le bon équilibre entre tous ces éléments, le documentaire, le texte, des images très iconiques comme celles qu'on voit en ce moment. Voilà, donc on se jette dans chacune des parties avec des doubles pages qui se suivent. Et puis après, il y a aussi tout le travail, tout ce qui est raconté, les soirs, quand ils se retrouvent, justement, voilà, une partie un peu plus documentaire. Voilà. Donc on a essayé de mixer ça. Puis voilà, a priori, le livre est là. Il est très bien. Justement, oui, je ne vais pas demander, mais justement, le traitement de l'image, pourquoi le noir et blanc, pourquoi l'argentique, comment ça s'est choisi ? Est-ce que c'était une évidence ? Est-ce que ça s'est fait petit à petit ? C'est toujours la question que je redoute.
Pourquoi le noir et blanc? Parce que je ne sais pas. J'ai travaillé toujours en noir et blanc depuis très longtemps, toujours en argentique. J'aime le noir et blanc parce que pour moi, il traduit, enfin, il ne représente pas l'exacte réalité, alors que j'ai l'impression que la couleur est peut-être un peu plus descriptive. Moi, j'ai toujours aimé le fait qu'il y a un aspect pictural, qu'on puisse un peu se détacher justement d'une photographie trop descriptive et trop représentative. Voilà, c'est vraiment à la base une question de sensibilité. Le noir et blanc, le film, j'adore le film parce que il y a tout un aspect aléatoire qui peut apparaître. Enfin, bien que quand on maîtrise la technique, normalement, ça devrait pas arriver. Mais chez moi, ça arrive. J'ai l'impression, enfin, moi, je ressens une certaine magie quand j'utilise l'argentique que je ne retrouve plus avec le numérique. Je pense que c'est uniquement un ressenti personnel. Et le fait aussi qu'on ne regarde pas ces images au moment où on les fait, qui est pour moi très important parce qu'on se focalise beaucoup plus sur l'instant présent. On ne regarde pas son boîtier, on ne regarde pas l'arrière de son écran, on ne rate pas une image parce qu'on est occupé à regarder ces images pour voir si elles sont bien exposées. On rate des images, bien sûr, aussi en argentique parce qu'elles sont mal exposées ou qu'on a mal bobiné le film. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais c'est quelque chose qui, depuis toujours, me donne beaucoup plus de sensations que photographier en numérique. Voilà, c'est vraiment uniquement personnel et égoïste. Et puis, le noir et blanc, pour moi, apporte aussi un aspect beaucoup plus intemporel. Ça s'affiche pas trop l'image dans un... Enfin, on peut se poser des questions sur est-ce que ça s'est réellement passé maintenant, ou il y a certaines images où on voit des cavaliers Lakota, on pourrait se dire, voilà, elle date d'il y a un certain temps déjà. Il y a tout cet aspect-là un peu qui se mélange et qui fait que j'ai décidé de travailler en noir et blanc argentique. Voilà. Avec des films aussi un peu particuliers qui sont la Washi F, qui est un film à la base sert à la radiographie pulmonaire. Et un certain producteur de films en Bretagne qui s'appelle Lomique Perrotin a décidé de mettre tous ces films un peu exotiques, à les mettre en cartouche et à les commercialiser, donc ils sont accessibles au commerce. Et ce film-là accentue encore beaucoup plus le hasard de la technique et les blancs sont très laiteux, donnent un côté un peu, comment dire... assez différent de ce qu'on voit d'habitude et interprète énormément l'image. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a certaines images où on peut se demander si c'est parfois pas du dessin ou des choses comme ça. Donc le côté pictural m'intéresse beaucoup aussi. Voilà. Alors l'editing, comment il s'est fait? Tous les deux, tu as déjà commencé à bien défricher ou c'était vraiment ensemble ou est-ce qu'il y a eu des... Bah, j'imagine que tu m'as pas tout montré. Même si, j'ai vraiment tout vu. Ouais. Bah, il y avait beaucoup d'images. L'editing, ça se passe à la maison déjà. Moi, je vis à la campagne, je vis en Aveyron, donc j'ai pas de bureau à Paris, ce qui est une chance, je pense, parce que du coup, les photographes viennent souvent, quasiment à chaque fois, passer quelques jours à la maison. Donc voilà, on passe 4-5 jours à la maison, ensemble, ce qui nous permet de mieux nous connaître aussi, de pas parler que de photos, à un moment de pouvoir aussi faire du baby-foot, manger de l'aligot, aller se promener, de rencontrer d'autres personnes. Donc, je rigole avec ça, mais je pense que c'est vraiment important parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se tisse dans ces moments-là où ça pourrait ne pas se tisser, mais il y a quelque chose qui se tisse et qui permet peut-être de mieux appréhender aussi, parce que derrière les photos, il y a un photographe et peut-être qu'on comprend peut-être un petit peu mieux les photographies quand on connaît le photographe. Pour moi, au-delà des images, au-delà de ce que montre une image, il y a la personnalité de quelqu'un. Et c'est ça qui m'intéresse dans la photo. Donc les photographes viennent à la maison et ben là, ça a été, on regarde toutes les images, on en a parfois, on en imprime certaines, et puis on commence à faire des petits tas, on s'interroge, on parle beaucoup au début, on ne sait pas trop comment avancer, on tourne autour du pot, on se dit on a bien travaillé, alors qu'en fait on se dit il reste quand même pas mal de choses à faire. Mais voilà, c'est un moment, il y avait de toute façon toute une série d'images justement iconiques, comme celle-ci par exemple, dont on savait qu'on allait les utiliser.
Donc on a déjà une partie des images qu'on peut mettre de côté et qu'on va utiliser. Et ensuite, eh ben, on essaye. Là, tout de suite, on a été très sûr de cette structure du livre. Voilà, le livre est construit en fait avec une première partie qui est une partie sur justement cette chevauchée d'été qui se passe dans le Dakota du Nord où ils vont de cimetière en cimetière. Donc voilà, on a choisi parmi ces images. Ensuite, il y avait les grandes chevauchées d'hiver. Et là, on est en 4 parties, si je ne me trompe pas, ou 3, j'ai un doute tout d'un coup, 4 parties. Voilà, donc là, tout simplement, de façon très basique, on sait à peu près, même si on n'est pas toujours exact, mais on essaye de l'être, on essaye de faire des tas pour chacune des parties. On étale ça par terre, sur la table, et puis on commence à imaginer quelque chose. Donc, pourquoi on a choisi celle-ci? Comment on les assemble? Est-ce qu'on les assemble parce qu'elles résonnent ensemble? Parce qu'elles sont chronologiques. Voilà, on est assez libre avec la chronologie à l'intérieur de chacune des parties. Mais voilà, on a les images sur la table ou au sol, on les regarde longtemps et on commence très vite à faire une ligne, comme ça, une espèce de séquence avec des images. Et très vite, on a besoin aussi d'aller sur Internet, c'est-à-dire d'aller sur InDesign, sur un logiciel de mise en page, et de voir si ça fonctionne. Parce que c'est vrai que entre le moment où on a toutes les images sur une ligne au sol et puis le moment où on les met en page très très vite sur un logiciel de mise en page, qu'on peut faire défiler un peu plus comme un livre, là on se rend compte que des fois il y a des choses qui ne tiennent pas. Donc voilà, donc grosso modo sur 4-5 jours, je ne sais plus combien de jours c'était, mais peu importe, on a 80% du livre qui existe déjà. Voilà, on a une structure qui marche, on sait qu'elle marche, avec du faux texte. Partout, on sait qu'on veut du texte là, après il faut écrire le texte. On a 80% du bouquin qui est là, et après, ces 20% restants, ça va être des petits ajustements qui vont prendre du temps, par contre, parce que voilà, c'est toujours dans les fignolages. Et puis quand on laisse retomber aussi pendant un mois pour avoir un œil un peu neuf quand on regarde, là on se rend compte qu'il y a des moments qui pêchent, il y a des moments qui sont plus faibles, il y a des moments qui se répètent, même si on a joué beaucoup avec les répétitions, parce que c'est aussi une chevauchée où il y a beaucoup de répétitions, des passages de rivières, on a beaucoup de chevaux dans ce livre, évidemment. On a beaucoup de Lakota dans ce livre, voilà. Mais voilà, on fait les choses un petit peu des fois à vif, mais on a besoin de tout fermer, de plus regarder pendant 2 semaines, 3 semaines pour revenir avec un œil neuf et déceler un petit peu les moments qui sont un peu faibles, et puis essayer de mettre les images qu'on n'a pas mis et qui comptent pour le photographe ou pour l'éditeur. Donc ça a pris quelques mois, mais ça s'est passé de façon extrêmement fluide. Et puis il a fallu accélérer à la fin pour être présent à Polycopie, pour pouvoir envoyer le livre pour le Nadar, écrire les textes, les faire corriger, les faire traduire, avec tout ce travail-là, faire les cartes aussi, trouver les images un peu extérieures au travail, comme par exemple les gardes de ce livre-là, qui sont des dessins qui ont été faits d'époque, vraiment, justement du massacre de Wounded Knee, où sur la garde avant, les Lakota sont désarmés par l'armée américaine. Et sur les gardes arrière, ils sont massacrés. Donc de la fin du 19e, les dessins, c'est ça? Ouais. Ils ont été faits plus tard, mais la personne Standing Beer, qui est un Lakota de Pine Ridge, était présent lors du massacre de Wounded Knee. Et on voit qu'il y a beaucoup de jeux sur des respirations, des images beaucoup d'images qui sont plein format à bord perdu sur 2 pages. Mais on a aussi pas mal, comme vous pouvez le voir dans le déroulé, de respiration sur des pages blanches. Est-ce que ça se décide ça dès le départ, ou est-ce que c'est ça qui est testé au début? Comment est-ce que ce rythme-là se donne au livre? Non, ça c'est pas décidé au départ. Ça, après, on est 2 éditeurs. Dans les premiers jours, dans ces 80%. Sur le principe. Après, c'est vrai que on a fait ce choix. Simon est éditeur aussi, donc c'est vrai qu'il est habitué à ça. Ça aurait pu être compliqué aussi de travailler à 2 éditeurs, mais ça ne l'a pas été du tout. Enfin, après, il y a une confiance, vraiment, il n'y a même pas à discuter de ça. Voilà, il y a un respect et une confiance complète entre nous, mais on a fait ce choix d'introduire chacune des parties avec des images plein pot, comme ça, une sorte d'immersion avant de s'en aller sur des pages comme ça, qui vont être un peu plus documentaires, un peu plus narratives, qui vont dire d'autres choses. On ne pouvait pas
remplir, c'est un grand livre, on ne pouvait pas tout remplir, ça aurait été illisible. Donc voilà, il y a une espèce, c'est comme faire un livre photo, c'est une écriture, hein, on écrit, certains écrivent avec des mots, nous on écrit avec des images, et moi je suis très sensible à cette idée de l'écriture photographique. Alors il y a l'écriture du photographe, quand il est tout seul, son travail à lui. Mais après, il y a vraiment une écriture, l'écriture qu'on va trouver pour un livre. Un livre, j'ai l'impression de dire un peu toujours la même chose, mais c'est une grammaire. Un livre, c'est une sorte de poésie, c'est comme de la musique, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir des rimes, des choses qu'on va avoir en tête et qui vont revenir régulièrement. On peut faire le choix d'avoir un moment, une rupture de rythme avec 3 images, comme ça, avec quelque chose qui est presque un peu plus filmique dans le livre. Pourquoi mettre les images en haut, en bas? On n'a pas toujours une réponse scientifique à ça. Il y a une grande part aussi de ce travail-là qui se fait par instinct, ouais, complètement. Ouais. Et puis après, on voit ou pas si ça marche. Mais oui, non, sur la mise en page, on est finalement relativement classique, bien que assez libre quand même. Et puis, de toute façon, j'avais pas le choix. Il y avait toujours Simon qui voulait me rajouter des images, d'autres types d'images. Et il avait raison, quoi. Et il y a une double page à un moment avec toute une... je sais pas combien il y a d'images dessus, 16 ou 20, une vingtaine d'images, quelque chose comme ça, où on voit justement les cavaliers qui tournent. C'est 3 cercles qu'ils font au début et à la fin de chacune des journées. Ils en font 4, ouais, c'est ça. Mais à chaque fois qu'ils partent ou qu'ils arrivent, ils tournent 4 fois autour du Medicine Man et tout ça. C'était une image c'était une séquence que je trouvais importante parce que la symbolique du cercle est hyper importante dans la culture Lakota. Tout est représenté par des cercles et les 4 points cardinaux. Donc voilà, c'était une séquence importante. Et j'ai dû me battre un peu, mais... Il faut toujours un tout petit peu se battre. Non, mais après, voilà, c'est aussi... c'est un livre où, à un moment, l'éditeur ne va pas obliger... Enfin, s'il y a des images que le photographe veut absolument, elles y seront. S'il y en a qui ne veulent pas, elles n'y seront pas. C'est comme ces images. Donc, mais la question ne se pose même pas comme ça, en fait. Le choix du format, de ce format-là, c'était... pourquoi il aurait pu être plus grand, il aurait pu être plus petit. On comprend pourquoi il n'était pas plus petit, parce que ça aurait été peut-être un peu trop intimiste. Pourquoi pas plus grand? Est-ce qu'il y a eu une réflexion particulière par rapport à ça? Je ne sais plus pourquoi on en est arrivé à ce format-là. Tu avais envie d'un grand livre? Oui, non, mais c'est parce qu'effectivement, on voulait que les doubles pages prennent une certaine ampleur, qu'on puisse voir pas mal de détails et tout ça. Et puis, pas plus grand, parce qu'en fait, c'est une question technique aussi. C'est-à-dire que quand on imprime en offset, il faut qu'il y ait 16 pages qui rentrent sur une feuille. Et que quand on dépasse, elle rentre plus, donc du coup ça devient beaucoup plus cher. Voilà. Mais on avait commencé avec un livre un peu plus petit, c'est vrai, et puis quand on a commencé la mise en page, quand on s'est rendu compte qu'effectivement on voulait que ça prenne un peu plus d'ampleur par rapport aux doubles pages, et donc ça se fait aussi petit à petit. Hein, c'est un travail qui se fait en cours de route, et voilà, au final, il a cette taille-là. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la couverture, puisque donc la couverture c'est ça. On va trouver le titre, le sous-titre et le nom de l'auteur derrière. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette couverture-là? Il y a tout de suite eu l'idée déjà de mettre un peu de couleur, puisqu'il n'y en a pas beaucoup dans le livre. Et puis, voilà, c'est aussi la couverture. C'est un travail qui est pas toujours évident, parce il y a beaucoup de livres photos, de plus en plus beaux. Il y a beaucoup de beaux objets aussi. Et voilà, puis on avait le jaune, c'est aussi une des couleurs justement des Lakota. Pourquoi on n'a pas mis pourquoi on n'a pas mis le titre sur la couverture? Ça, c'est un peu une mode aussi. Quand on se balade sur les salons du livre de photos, on se rend compte qu'en fait, c'est rare même d'avoir des fois des images déjà sur une couverture. Et parfois, c'est vrai qu'on a envie de laisser la couverture, l'image prendre toute son ampleur sur la couverture. Donc, et puis, Simon, il avait fait je trouve une très belle mise en page sur la 4e de couverture, justement, sur le titre, un peu à l'ancienne, comme ça, justement. Et si on mettait cette image, tout cette titraille sur la première de couverture, on cassait un petit peu l'image. Donc on est parti comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, on n'était pas du tout parti sur cette image-là. Moi, j'étais parti sur une image qui finalement est quasiment la dernière image du livre,
qui est une image un peu à la Lucky Luke où on voit les Indiens de dos partir. Voilà, le livre est fini. C'était un peu peut-être tarte à la crème, mais j'avais envie de jouer sur ce côté aussi un petit peu à l'ancienne, qui allait très bien avec ce marquage justement, c'est toute cette titraille. Et puis, on était en train de manger. Il y avait ma compagne Laetitia qui regardait toutes les images et qui tombe un moment sur cette photo-là et qui dit « Waouh, mais ça, c'est une couverture !» Donc là, je l'ai fusillé du regard en disant « Mais... » Et puis, elle avait carrément raison, mais vraiment carrément raison. Simon, c'est tout de suite, il a pris le Merci, Laetitia. à l'occasion. Et c'est vrai que c'est une couverture qui marque pas mal les gens, a priori. Donc, oui, merci Laetitia. Elle a aussi un aspect qui rend hommage à Curtis. Je ne sais pas si vous connaissez Curtis, qui a photographié les Amérindiens, qui a fait 80 000 images à un moment assez critique où pas mal de tribus disparaissaient. Et on l'appelait aussi l'attrapeur d'ombre. Donc il l'appelait l'attrapeur d'ombre. Donc il y a aussi un hommage à Curtis, comme on fait hommage à Guy Le Quérec dans la préface du livre. Voilà. Alors Guy Le Quérec, on l'a contacté quand même, parce que c'était important de lui rendre hommage, parce que finalement, même si sa photo est très différente de celle de Simon, et qu'il y a eu 35 ans entre les deux, il y a des choses qui ont changé. Voilà, maintenant, il y a des téléphones, il y a des choses comme ça. Mais finalement, il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Donc on a appelé Guy Le Quérec, et on lui a demandé, on a beaucoup parlé, et on lui a proposé de faire une préface. Bon, il se trouve qu'il est assez malade et qu'il n'a pas pu le faire, mais on introduit le livre avec un hommage à Guy Le Quérec, et notamment avec une image, mais tu peux en parler peut-être, tu peux la montrer, c'est sur le premier texte. Qui est une image qui t'avait marqué Oui, en fait, c'est Guy Le Quérec, quand il avait photographié la chevauchée, il n'était pas resté très longtemps, il était resté, je pense, 10-15 jours. Et il avait beaucoup photographié depuis la voiture, et donc il avait photographié les cavaliers dans les rétroviseurs de sa voiture. Et c'est vraiment les images iconiques de son travail de cette époque-là. Moi, c'est ce que j'avais retenu de son travail, et donc j'ai décidé de lui faire un petit hommage en faisant aussi une photo dans le rétroviseur. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Mais avec un téléphone portable en plus. Mais avec un smartphone, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Et alors, justement, comment ont été choisies les personnes qui ont fait les textes? Tous les textes sont de Simon. Alors, j'ai écrit les textes et les citations, c'est parce que ça faisait quelques temps que je lisais beaucoup de livres, de romans, mais aussi de documents sur la chevauchée et sur les tribus Lakota. Parce que l'idée, c'était vraiment pas d'être bien renseigné, bien documenté sur le sujet pour absolument pas dire de bêtises et pas répandre, pas dire de mensonges par rapport à l'histoire. Et donc, au fil des lectures, il y a pas mal de citations, moi, qui m'ont interpellé aussi dans mes autres lectures, et qu'on voulait aussi inclure certaines citations de certains écrivains, Lakota ou autres, pour leur donner aussi la parole dans les textes. Parce que les textes que j'écris, moi, ils sont assez, comment dire, je pense qu'on explique pas mal le contexte social, historique et de la vie dans les réserves et de l'histoire qui s'est déroulée à Wounded Knee. Je pense que c'était important d'en parler. C'était même nécessaire, avec un sujet pareil, de parler de tout ça. Et donc voilà, en même temps, on a incorporé certaines citations pour donner la parole à d'autres. Parce que c'est toujours un peu compliqué. Enfin, moi, j'avais et je l'ai toujours, c'est difficile de parler à la place de quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un d'autre, c'est très compliqué parce que on se demande si on est légitime de le faire, à quel moment on risque pas de dire des choses qu'il faut pas dire, ou de décrire des choses qui sont pas justes. Et donc voilà, l'idée c'était d'inclure tout ça. Et aussi à la fin du livre, j'ai essayé de faire des portraits de chacun des cavaliers ou des accompagnants de la chevauchée pour montrer leur visage aussi, pour qu'ils soient présents dans le livre. Parce que je pense que c'est avant tout l'histoire qui leur appartient. Voilà, j'ai toujours eu ce sentiment il faut les inclure d'une manière ou d'une autre.
et pour qu'ils puissent aussi participer à cette chevauchée qui est la leur. Voilà. Oui, à un moment, on s'était même posé la question d'essayer de récupérer des textes, des choses qu'ils avaient pu te raconter pour qu'ils soient présents. Donc là, la solution, ça a été effectivement pour toi de faire des images qu'on a mis à la fin du livre. Et peut-être tu peux raconter aussi comment tu t'y prenais aussi dans cette façon d'aborder le portrait, quoi. Oui, donc là, j'ai vraiment essayé de faire un portrait de chacun d'eux. Parce que ça crée aussi une certaine relation, enfin de pouvoir leur parler à chacun, parce qu'il y en a qui sont un peu farouches, enfin qui avaient pas trop envie d'être pris en photo et tout ça. Donc, j'ai commencé à me dire, j'aimerais leur demander pour faire un portrait, quand même. Parce que ce qu'on dit dans les remerciements, c'est que plutôt que de citer leur nom, je trouve ça beaucoup plus intéressant de voir leur visage. Qui sont-ils? Qui sont ces gens qui encore à l'époque continuent à faire des chevauchées à cheval? Et donc voilà, j'ai commencé à demander au premier, et à chaque fois que je leur demandais une photo, ils faisaient une pose un peu... Enfin, les jeunes, soit ils faisaient des gestes avec leurs mains que vous connaissez quand on est jeune et qu'on est cool, et certains autres prenaient des poses un peu martiales, un peu vraiment pas naturelles. Et donc je me suis dit ouais non, ces portraits ils sont pas bons, c'est pas super intéressant, c'est pas ça que j'ai envie de montrer. Et donc j'ai utilisé un subterfuge qui est je vais vous ennuyer avec un peu de technique là. En gros, vous faites la mise au point sur votre appareil au plus près, c'est-à-dire 45 cm avec l'objectif ouvert à fond. Et ça veut dire que la netteté se fait à un endroit bien précis parce que la profondeur de champ est très courte. Et donc je leur demandais est-ce que je peux faire une photo de vous? Oui, mais je dois m'approcher un petit peu. Et en fait, je m'approche d'eux jusqu'à ce que la mise au point se fasse sur leur œil. Donc je passe de 1,50 m à 45 cm et ils me regardent à chaque fois un peu genre mais qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans mon espace personnel. Et ça faisait en sorte que la plupart étaient soit gênés, soit ils riaient, soit ils savaient pas trop quoi faire, ils se reculaient, et ça brisait cette espèce de représentation de portraits, de poses qui étaient pas naturelles. Et donc voilà. Ça redevenait spontané, quoi. Ça redevenait spontané parce qu'ils rigolaient, ils étaient gênés, et ça brisait pas mal de barrières. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des défis à relever? Parce qu'il y a toujours des difficultés quand on fait un livre, je pense. Quelles ont été les choses un petit peu compliquées dans le process, s'il y en a eu? Et comment est-ce qu'elles ont été résolues? Non, c'était assez simple, à part que tu as eu beaucoup de travail à la fin pour faire toute la photogravure, préparer tous les fichiers et puis les textes. Mais on s'est posé la question aussi de comment on imprimait ce livre-là. On imprime sur un papier offset, un papier qui a pas mal de mains en plus, donc un papier qui boit. Et on avait envie d'une certaine douceur aussi dans les images. C'est-à-dire qu'on avait, dans d'autres travaux qu'a pu faire Simon, il y a des fois des images très contrastées comme ça, avec des choses qui du coup claquent un peu. Et là, on voulait une certaine douceur. Donc, ça a été un travail on a fait un essai machine avec des images préparées. On a demandé à l'imprimeur deux réglages différents, un réglage vraiment standard, puis un réglage où on baissait un peu le pantone et le noir. Et tout de suite, voilà, c'était ça qu'on voulait. On voulait pas jouer dans les contrastes, on voulait pas surjouer l'image. Justement, c'est des images on voulait pas le spectaculaire en fait. Et c'est ce que tu disais. On voulait pas montrer aussi quelque chose un côté sensationnaliste. Il y a une douceur qui correspond sans doute au regard justement du photographe sur le sujet, qui est un regard très amoureux. Donc, aller jouer sur quelque chose qui est encore un peu plus marqué. On va dire à la Sagaldo pour aller vite, mais voilà, avec on a essayé d'être plutôt dans la douceur plutôt que dans le contraste, mais c'était pas vraiment un enjeu. Après, l'enjeu c'était d'arriver à temps, puisque ça t'a demandé quand même sur les derniers mois pas mal de boulot. Pour moi, de manière totalement personnelle, c'était vraiment l'écriture des textes qui était le plus compliqué, parce que c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai l'habitude. En tant que photographe, j'ai pas trop l'habitude. J'écris rarement des textes, ou alors ils sont très courts. Là, ça demandait vraiment tout un travail de documentation au préalable, et aussi à pas tomber dans une certaine forme de lyrisme. Enfin, des fois, je m'emballais un peu, puis je me relisais, je faisais oula, calme-toi, Simon. Tu es photographe.
Et donc voilà, ça a été beaucoup d'allers-retours et beaucoup de doutes à ce niveau-là. Mais au final, je pense qu'on a trouvé de la bonne main. Et c'est aussi comment aborder les textes, de quelle manière. Est-ce que voilà, un journal de bord, non le faire écrire par quelqu'un d'autre, non plus. Donc au final, David m'a mis la pression, m'a dit c'est toi qui dois le faire, tu vas voir, ça va aller. Et il avait raison, heureusement. Et oui, parce que pour moi, c'est important de dire que ce que révèlent les images et ce que révèlent les textes, c'est la même chose. Et vraiment, derrière les textes et derrière les images, chez Simon, et c'est cette façon aussi de se positionner en tant que photographe par rapport à un sujet comme ça, on retrouve ça vraiment dans les deux, et dans les images et dans le texte, avec un grand respect. Voilà, moi j'ai vraiment ce sentiment que c'est justement, quand je disais on veut pas faire du sensationnel, du spectaculaire, c'est pas faire un reportage comme ça, aller 3 fois chez les Lakota pour prendre un sujet, le prendre pour soi et faire de la belle image, mais c'est tout le contraire justement. Et ça on le retrouve autant dans les textes qui sont très simples d'une certaine façon. Voilà, on a cherché à être très vite, très facilement compréhensible, et de retrouver cette même posture comme ça, très respectueuse, que dans les images. Mais c'est vrai que avec le texte, on peut dire d'autres choses qu'on ne peut pas dire en image, et des fois avec les images, on peut dire d'autres choses qu'on ne peut pas dire en texte. Mais les deux convergent. C'est complémentaire et ça exprime du coup la même sensibilité. Voilà, sans être redondant, sans être trop... Voilà. Et alors, on n'a pas précisé, mais les textes sont en bilingue, français et anglais, du coup. Et comment est-ce que ça a été, puisque j'imagine qu'ils ont vu le livre fini, comment il a été reçu par là-bas ? Pour l'instant, il a été très peu reçu parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué d'envoyer des colis aux États-Unis pour le moment. Grâce à un certain monsieur qui a mis des nouvelles taxes et qui sont assez incompréhensibles. Donc, par exemple, la Poste belge n'envoie plus de livres. On ne peut plus envoyer de livres aux États-Unis. Ni en France. Ouais. Apparemment, en France, c'est faisable, mais tu as une chance sur 2 qui reviennent. Ouais. Je sais qu'il y en a qui ont essayé. Donc, on a réussi à en envoyer 2 justement à Natosha et à une autre personne via quelqu'un qui retournait aux États-Unis et qui les a envoyés de là-bas. Moi, j'espère y retourner l'été prochain avec une valise remplie de livres pour pouvoir leur donner. Mais j'ai déjà eu des retours de Natosha qui a bien reçu le livre et qui m'a dit, moi c'était ma plus grande crainte vraiment, j'attendais son message de retour avec beaucoup d'émotion, parce que j'avais vraiment peur qu'elle me dise ah oui non, ça t'as fait n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Et elle m'a répondu qu'elle avait apprécié et qu'elle avait ressenti sa voix à travers le livre. Donc je suis ravi. Bon, après c'est que son avis. C'est que son avis à elle. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire oh, c'est n'importe quoi, mais non. Pour l'instant, c'est bien reçu. Ils ont validé. Et le fait, donc tu disais tout à l'heure qu'en faisant les images, le voyage suivant, tu as porté quelques images. Est-ce que leur réaction par rapport aux images de la fois précédente t'a fait un peu changer la façon dont tu appréhendais le sujet ? Alors, quand je leur donnais leur portrait, leur réaction, c'était de rigoler, de le cacher et de le mettre dans leur valise. Donc, je ne savais pas trop comment réagir. Et je pense qu'ils n'étaient pas trop... Après, j'ai pas envie de dire des choses, enfin, d'avoir un avis un peu jugeant, mais ils ont quand même, en Amérique, de manière générale, une très peu de culture de la photographie noir et blanc. Donc ils comprenaient pas trop, ils me disaient pourquoi du noir et blanc, tu sais qu'avec un téléphone on peut faire de la couleur et que c'est gratuit. Mais donc il y en a certains qui étaient assez sensibles aux images, mais pas à la technique, ils trouvaient ça un peu farfelu quoi. Et puis les jeunes, oui, ils n'étaient pas plus étonnés que ça, parce qu'on peut faire tout ça avec un téléphone. Les jeunes, ça reste des jeunes hein, qui veulent juste passer du temps sur leur téléphone et sur Instagram. Et donc voilà, ils n'étaient pas plus sensibles que ça, ils étaient très respectueux du travail. Certains avaient un véritable attrait artistique pour les images, mais voilà, sans plus, je pense aussi que le fait que je leur montre les images et que je leur montre que je faisais pas n'importe quoi de leur image, justement, ça ils ont accepté, ils ont validé, ils ont fait voilà, c'est bien, lui, tu peux revenir. Ils voyaient pas que leur portrait, ils voyaient aussi des images plus générales, ou ils voyaient que... Oui, je leur ai vraiment montré toutes les images.
Et comme je dis, que je répète, leur crainte à eux, c'est vraiment qu'on arrête de les montrer comme des victimes, en fait. Et le rôle de la victime qu'on leur colle depuis à maintenant des dizaines d'années, et en fait, ils veulent plus en entendre parler. Parce que c'est des gens qui vivent actuellement, qui ont une vraie vie, et qu'on leur ressasse tout le temps. C'est assez contradictoire, parce qu'en même temps, ils commémorent le massacre de Wounded Knee, et donc leur histoire qui a été horrible, et en même temps, ils veulent plus qu'on les assimile à ça. Ils veulent vraiment... En fait, ils veulent juste vivre leur vie comme n'importe qui à notre époque. Ils veulent... Comme je dis, les jeunes, ils veulent s'amuser entre eux. Les plus anciens, ils veulent rire et manger. Enfin, voilà. Donc, qu'on leur dise tout le temps, oui... les pauvres petits, l'histoire a été très compliquée. C'est vrai que la vie dans la réserve est très rude actuellement, mais ils font plein de choses pour s'en sortir, et il y a autre chose à voir. Et c'est pour ça que ce sujet, je pense, est intéressant, parce que ça montre quelque chose de positif qui va vers le haut. Et je pense que c'est ça aussi qui leur a plu dans les images, que j'avais ressenti, cette nécessité à eux de montrer autre chose que le massacre de Wounded Knee. Là, on est revenu en feuilletant le livre là, sur l'écran. On arrive à cette page dont on a parlé tout à l'heure, là, des cercles, la fameuse. Donc et c'est pas le seul passage où il y a des choses assez cinématographiques. On l'a vu dans les bandes de petites images. Est-ce que la question de l'image animée s'est posée? Alors pas pour le livre, bien sûr, mais est-ce que dans une optique plus générale, plus globale, de traiter le sujet, le livre s'est imposé, mais est-ce que par hasard, il y a eu un moment où tu t'es dit, tiens, peut-être que de l'image animée, ou pas du tout? Bah oui, parce que là c'est de la Super 8, donc c'est du film aussi. J'étais parti avec un peu de film, parce que la première fois, j'étais parti dans l'optique d'essayer pas mal de choses, aussi bien au niveau des appareils photo que de la vidéo, tout ça. J'avais envie de faire des essais. Et j'aime aussi utiliser l'image animée, mais en impression dans un livre, parce que je pense qu'on peut traduire le mouvement avec des séquences d'images fixes. Et puis voilà, j'ai dû faire des choix, parce qu'on ne sait pas tout faire. J'aimerais beaucoup faire effectivement du cinéma documentaire, mais je laisse ça à d'autres qui le font très bien. Et donc voilà, je pense que l'idée s'est arrêtée assez rapidement de faire du film, parce que voilà, la photographie c'est déjà assez de travail. Et est-ce qu'il y a une suite envisagée à ce projet, ou est-ce que là ce projet est clos, il y a d'autres projets derrière, ou... Je ne sais pas. Moi j'aimerais ne fût-ce qu'aller les voir peut-être l'été prochain pour leur donner des exemplaires du livre, pour continuer à les voir, parce qu'il y en a avec qui j'ai eu vraiment des bons contacts et avec qui on s'est très bien entendu. Je les suis maintenant sur les réseaux sociaux. Je vois les jeunes qui évoluent. Ils sont vraiment. J'ai envie de continuer à les voir. Donc, je sais pas. Je vais déjà aller leur montrer le livre, et puis qui sait, peut-être que d'autres choses se feront plus tard. Je sais pas du tout encore. Est-ce que, comme on dit, donc ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux pour les jeunes et tout ça, quand ils recevaient leurs photos papier, est-ce qu'il y en a qui ont photographié leurs photos papier pour la diffuser sur les réseaux, ou pas nécessairement, ou pas? Est-ce qu'ils se la sont appropriés de cette manière-là, ou est-ce que c'est resté privé? Non. Il y en a qui partageaient quand on a commencé à faire des posts sur Facebook, sur Instagram, qui partageaient Par exemple, il y en a un, celui qui est sur la couverture, c'était sa grande fierté. Je pense qu'il l'a repartagé de nombreuses fois en disant c'est moi, et puis en même temps, il y en a un autre qui a dit mais non, c'est pas toi, c'est moi. Parce que puisqu'on voit pas le visage, si vous n'avez pas encore vu la couverture de. Mais je pense qu'ils sont très contents de la vie qu'a le livre, du prix Nadar et tout ça, de voir que je parle devant un micro, derrière un micro, et que leur histoire vit ici en Europe. Je pense qu'ils sont très heureux de ça. Justement de cette manière, que ce soit montré de cette manière ici en Europe, je pense que ça les fait. Ils en sont très fiers. Hein. J'espère en tout cas, mais la plupart m'ont dit effectivement ou qu'on voit qu'ils partagent tout ça, je pense que ça leur fait bien plaisir. Ouais. Et justement aussi, on l'a déjà évoqué au début, mais l'histoire que une partie des recettes du livre revient à cet organisme, parce qu'on peut en parler un peu plus de comment ces fonds sont, les recettes du livre sont... Alors, faut savoir que là-bas, il n'y a pas vraiment d'organisme. En fait, le système tribal continue à fonctionner chez eux de manière hyper fluide.
Ils continuent à avoir à mettre en place des concours d'éloquence, le leadership aussi. Enfin, il n'y a rien d'établi. Il faut savoir que la spiritualité Lakota est chez eux encore hyper présente. Ils continuent à vivre avec cette spiritualité-là, à vivre avec les chevaux. Et donc, certains prennent le leadership, hein, donc les anciens aussi, qu'ils appellent les elders, qui apprennent aux jeunes la culture Lakota, la langue Lakota, comment vivre. Bon, les jeunes, évidemment, comme partout, qui font semblant d'écouter, puis qui passent à autre chose, mais en fait, qui assimilent quand même cette culture qui est hyper présente, parce qu'il faut savoir qu'ils vivent vraiment en réserve dans c'est vraiment un monde à part, hein. C'est en plein milieu des États-Unis, mais ils ont leur propre police, ils ont leur propre gouvernement, ils ont leur propre système monétaire, enfin pas monétaire, mais ils fonctionnent entre eux au niveau des rentrées d'argent et tout ça. Ils ont le droit d'inclure des casinos et de gagner de l'argent avec les casinos sur leur territoire. Il faut savoir que c'est quasi un pays à l'intérieur du pays et que donc ils sont un peu en circuit fermé comme ça. Et j'ai oublié ce que je disais au début. Oui, et donc oui, voilà, merci David. Et donc à partir du moment où je leur ai dit voilà, les premiers droits d'auteur, je peux vous les envoyer. À qui je les envoie personne ne savait rien. Donc je les ai envoyés à Natosha, qui sur son compte PayPal. Ça a été très compliqué parce que PayPal pensait que c'était une arnaque. Et au final, je sais pas, peut-être qu'elle s'est acheté un écran plat. Mais il fonctionne. Elle m'a remercié. Donc l'argent, c'était effectivement pour la prochaine chevauchée, pour payer leurs frais, tout ça, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup moins de soucis à parler argent. C'est très, il y a aucun, et ils sont très clairs avec ça. Ils ont, même s'ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide, ils sont très heureux quand certaines personnes font des donations pour qu'ils s'achètent du matériel, pour qu'ils s'achètent des voitures, de l'essence et tout ça. Et donc voilà, normalement, on paiera l'essence de la prochaine chevauchée. Et donc je pense que l'argent est bien arrivé, mais je ne sais pas, après ils s'arrangent entre eux. Est-ce qu'il y a des questions au passage avant que je continue? S'il y a des... J'ai un micro. Bonsoir. Certaines photos présentent une bande blanche sur la gauche. C'est un choix délibéré. C'est pour symboliser une déchirure, une rupture, ou c'est un problème technique, mais que vous avez choisi de laisser? En fait, c'est un problème technique que j'avais sur mon appareil avant de partir, quand je l'avais essayé, que j'avais résolu en cours de route et qui est réapparu réapparu là-bas. Et donc, qui est un pur problème technique et qu'on a décidé qui est apparu sur certaines photos qui étaient importantes. Et donc, on a décidé de laisser parce que on trouvait que la photo, le choix de la photo était plus important que ce problème technique et qui, voilà, moi, je pense qu'on peut passer outre ce genre de, même si ça fait pas très professionnel, même de ce genre de petits soucis techniques, on peut quand même profiter de l'image, même si ce genre de défaut apparaît. Et c'est là tout enfin, pour moi, l'intérêt de l'argentique, c'est que des surprises appareillent. Des fois, elles sont heureuses, des fois, elles sont malheureuses, mais il faut juste faire avec et accepter comme c'est. Mais c'est vrai qu'il y a plein de photographes de cette famille, justement, qui jouent aussi avec un peu le hasard aussi, hein, justement, qui parfois peut être bienvenu, des fois malvenu. Mais voilà, il y a des choix qui sont faits de ne pas nettoyer certaines photos aussi et de dire, voilà, c'est de l'argentique. Au moment du développement, il peut arriver des choses. Alors, à partir du moment où ça ne devient pas esthétisant, voilà, mais je pense que là, on ne l'est pas, justement. L'équilibre, encore une fois, il est bien trouvé. Mais c'est des choses qu'on peut retrouver chez beaucoup de photographes. Oui, en même temps, ça donne un côté plus humain, plus de la petite... Oui, on voit un peu les dessous de l'image, hein, il y a aussi la matière, la matière de la photo. Je pense que pour moi, c'est aussi important en argentique, c'est que la photo existe réellement sur un négatif, et que des fois le négatif, il lui arrive des choses, hein,
voilà, j'ai aussi des appareils qui tombent en panne au cours de route. Il faut enlever le film dans une toilette, dans la semi-obscurité. On se dit, je vais perdre toutes mes images. Puis finalement, il y a quelque chose qui apparaît. Puis des fois, comme dit David, des fois, il y a des défauts qui apparaissent comme de la magie parce qu'ils peuvent apparaître d'une manière qui est tout à fait intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, devant, s'il vous plaît. Et après, derrière. Alors, on parlait des Lakota, de la communauté des Lakota, de leur intégration, de leur présence aux États-Unis. Moi, j'ai constaté la présence discrète, mais quand même une présence de la bannière étoilée états-unienne dans au moins 3 photos, je crois. Je ne sais pas si c'était du coup parce que le drapeau était là. Est-ce que c'est parce que... Enfin, voilà. Mais oui, c'est assez contradictoire parce que après ils sont Lakota, mais ils sont aussi américains d'une manière ou d'une autre. Ils l'acceptent. Il faut savoir qu'il y a énormément de Lakota qui ont combattu dans l'armée américaine, donc c'est assez bizarre de se dire, c'est difficilement compréhensible de se dire qu'ils se sont fait massacrer par l'armée américaine et qu'en même temps après ils se sont engagés. Il y a beaucoup de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Ou de la guerre du Vietnam, c'est un peu bizarre de se dire... mais même chez eux, c'est assez contradictoire. Hein. Ils savent pas trop, les jeunes, ils sont Lakota, mais en même temps, ils sont américains, ils sont hyper connectés, ils sont comme tous les jeunes, ils sont accros aux réseaux sociaux. Et donc... il y en a qui sont convertis au christianisme aussi, donc là il y a énormément d'églises un peu partout. Il y a énormément de drapeaux américains parce que les Américains, même s'ils sont Lakota, ils sont fiers d'être Américains. Donc c'est assez complexe et je pense que c'est aussi à chaque fois des histoires personnelles. Hein. Il y en a qui sont hyper réfractaires au drapeau américain et s'ils l'affichent, ils le mettent à l'envers par exemple. Et d'autres sont très fiers d'être Américains. Donc je pense qu'il n'y a pas de généralité, qu'ils sont tous... que ça évolue aussi énormément. Là... Après, on voit beaucoup le drapeau Lakota aussi. On le voyait juste avant, on le voit au début, mais de la même façon que on voit aussi des portraits de la Vierge ou des portraits de Jésus, parce que ça dépend, j'imagine, aussi où il s'arrête. Donc il y a une espèce de mélange comme ça. C'est vrai qu'il est assez troublant parfois. Oui, on ne sait pas trop. En fait, des fois, c'est un peu compliqué d'en discuter avec eux parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus radicaux que d'autres. Il y en a qui ne veulent pas entendre parler du drapeau américain. Et il y en a d'autres qui sont tout à fait à l'aise avec ça. Donc voilà. Je me permets, puisque j'ai le micro, j'avais une autre petite question un peu différente. Donc, vous avez une maison d'édition en Belgique. Et donc là, vous avez travaillé sur ce livre avec David. Est-ce que c'est parce que systématiquement, sur vos propres livres, de vos propres photographies, vous allez vous adresser à un autre éditeur et que votre maison d'édition, du coup, s'adresse à d'autres photographes? Voilà. Il m'est arrivé de faire des livres collaboratifs avec des images personnelles et ma propre maison d'édition. Mais je pense que pour mes livres personnels, j'ai ce besoin de travailler avec quelqu'un d'autre. Et je pense que le regard de l'éditeur, tout son savoir-faire, toute sa personnalité aussi, ça apporte énormément de choses. Et je pense que c'est nécessaire pour un livre qu'il y ait plusieurs regards. Je pense que David a apporté énormément de choses au livre. Le fait que ce soit quelqu'un qui sait raconter des histoires, qui a un aspect très narratif. Je pense que ça a apporté énormément de choses au livre, que si je l'avais fait en tant que photographe et en tant qu'éditeur en même temps, le livre aurait perdu beaucoup. Voilà. Donc je pense que c'est très important de collaborer avec des gens et de profiter de leur savoir-faire. Oui, après c'est un exemple. Tu aurais fait ça avec un autre éditeur, ça aurait été encore un autre livre. Donc il n'y a pas de... chacun a son écriture, hein, donc voilà, avec le même corpus d'images, et on peut le voir avec plein d'exemples qui existent aujourd'hui. Moi, je pense toujours à Mark Cohen quand on regarde Dacny, qui avait été fait par Xavier Barral au moment de l'expo du Bal, et puis quand on va regarder un bouquin qui a été fait aux États-Unis, on a 2 bouquins avec les mêmes images, le même corpus d'images, mais et dans le format, et dans la mise en page, et dans la structure du livre, mais on est à l'opposé. Et ces livres ne racontent pas la même chose, du coup.
Et je pense que c'est très important en tant que photographe d'aller voir le bon éditeur. Parce que, par exemple, justement, en tant qu'éditeur, on reçoit énormément de demandes de photographes pour éditer un livre, et on se rend compte que le photographe nous présente un travail qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude dans nos maisons d'édition. Donc le photographe n'a pas pris la peine de regarder ce qu'on faisait. Et c'est important, mais je pense même que travailler avec un éditeur qui n'a pas le même regard enfin le regard adéquat, c'est plutôt, il vaut mieux travailler tout seul. Et moi, je savais très bien ce que faisait David, vu qu'on se connaît depuis bien longtemps. Et il se trouve que c'est le premier éditeur que j'ai été voir avec le projet, qu'il a dit directement oui, donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance, hein. Mais voilà, moi, je voulais vraiment travailler avec lui parce que je savais ce qu'il faisait et que je pensais que son regard à lui servirait au mieux le sujet. Voilà. Et j'en profite au passage pour vous rappeler que comparer différentes éditions d'un même livre, alors c'est pas le cas pour cet ouvrage-là, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple à la bibliothèque de la MEP, puisque nous avons différentes éditions de différents livres. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Je crois qu'il y avait une question là-bas, s'il vous plaît. Ah, pardon, c'était derrière toi. Alors, c'est pas grave. je profite d'attraper le micro. Oui, moi, je voulais poser des questions un peu d'un point de vue organisation du prix Nadar. On se pose un peu toujours des questions sur le montage du règlement, les variantes un peu d'une année à l'autre, etc. Et j'ai pas noté le tirage, j'aurais dû, mais vous avez décidé de le tirer à combien ? C'est toujours à peu près la même chose. Moi, j'essaie de tirer vers à peu près à 1100. Là, on en a un peu plus parce que ça a été imprimé un peu plus large. Mais 1100, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a toujours une centaine qui sont gratuits pour l'auteur, pour la presse, et qu'on a à peu près 1000 bouquins à vendre, ce qui est énorme, hein, déjà. Peut-être qu'il va falloir d'ailleurs revoir un petit peu ses prétentions à la baisse pour d'autres projets, parce que c'est beaucoup d'argent aussi, et puis c'est un public qui est très restreint quand même là. Mais il faut savoir qu'un livre photo aujourd'hui, c'est en moyenne 300 exemplaires de vente. C'est ça. Et en général, les éditeurs aujourd'hui, j'en parlais avec plusieurs éditeurs, ils ont plutôt tendance à tirer 500 exemplaires. Après, moi, je fais peu de livres, voilà, donc peut-être que ça me donne l'occasion de les défendre un peu plus. Pas spécialement plus que les autres, mais voilà, donc moi j'ai toujours l'espoir que ça va marcher, et en général on arrive à vendre entre 600 et 900 bouquins en moyenne, ce qui de toute façon est un peu nécessaire pour rentrer dans nos frais, puisque un bouquin c'est très cher à fabriquer. On a un tiers de l'argent qui grosso modo, moi je multiplie par 3 par rapport à ce que je paye en fabrication un livre. On donne, quand on vend en librairie, et quasiment les 2 tiers, enfin 60% à peu près, donc il reste, il va nous rester 7%, c'est les droits d'auteur, justement. Donc un livre en librairie, c'est 0, donc j'ai l'impression de répéter toujours un peu les mêmes choses, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc on a vraiment besoin d'aide aussi, justement. Moi, je suis très heureux, justement, que le prix Nadar qu'il y ait une somme qui soit allouée à l'auteur et à l'éditeur. Donc on rappelle 10 000 euros grâce au ministère de la Culture et 5 000 euros grâce à la FNAC. Voilà, qui sont partagés entre l'auteur et l'éditeur, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est par définition un livre photo, mais comme de la poésie par exemple, c'est des livres qui ne sont pas rentables. On peut pas, moi il faudrait que je vende tout ce que j'ai fait en librairie pour pouvoir rentrer dans mes frais, sans compter les gratuits, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait des salons quelquefois, pour essayer d'en vendre en direct. C'est aussi pour ça qu'on fait des souscriptions, et puis qu'on fait appel à des institutions, des collectivités, la région. Moi, je suis, et je le précise, très très suivi par la région Occitanie, justement, sur ces livres, qui sur ce livre-là aussi nous a aidés. Il y a eu d'autres aides qui sont arrivées du côté de la Belgique. Mais on a besoin de ça pour pouvoir continuer, sinon c'est impossible de... Et quand tu parlais des ventes, tu dirais que ça s'étale comment ? Est-ce que c'est ramassé et puis après ça s'éteint et en fait c'est assez difficile à relancer, ou est-ce que au contraire... Ça dépend, mais on n'est pas comme sur de la littérature où là, en l'espace de ça va jouer sur 3 mois, quoi. Un bouquin en littérature, il y a tellement de production qu'un nouveau livre efface celui qui est le précédent. Là, on est quand même sur des bouquins, et puis des libraires vraiment aussi qui
qui font attention aussi à ce que les livres rentrent dans un fond, enfin certains livres. Moi je suis sûr que ce livre-là, mais aussi parce qu'il peut ne pas avoir qu'un public d'amateurs de photos. Le sujet fait que de toute façon on peut être passionné par ce bouquin et par ce qu'il raconte. Mais c'est vrai que l'idée quand même, c'est que les quelques librairies spécialisées photo, allez on va dire une trentaine spécialisées ou qui ont un gros rayon photo, arrivent à avoir dans leur rayon aussi des livres qui ne sont pas juste des livres d'il y a 3 mois. Mais effectivement, on les vend surtout au début, et puis aux périodes de Noël, et puis après, voilà, ça. Mais moi, je suis sûr que ce livre-là va durer. Il y a des livres de Gabriel Duplantier, par exemple, de Julien Coquentin, qui continuent à se vendre encore aujourd'hui. Bon, ils sont quasi épuisés. Donc, non, c'est bien que les livres continuent leur vie, même si ça ralentit un petit peu, mais c'est important. Oui, bien sûr. Et puis, il peut y avoir des événements, il peut y avoir des relances, il peut y avoir des occasions de conférences ou de journées d'études sur ces sujets-là qui font que... En exposition aussi, oui. Voilà, en exposition. Enfin, oui. Je pense que tout ce soutien-là aussi est très important. Justement, on parlait de la FNAC et de son investissement. Ça fait partie des choses qu'on essaye de développer avec eux pour qu'il y ait du rebond un petit peu sur la durée. Il faut parler du livre photo. Il faut parler du livre photo qui est un livre comme les autres, qui est un livre pas plus difficile que les autres. Mais on a peur de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui lisent pas de poésie parce que ils ont l'impression que ça leur passe au-dessus de la tête. C'est ce qui peut être aussi mon cas parfois. Mais en fait, un livre photo, c'est un livre. Il y a une écriture comme pour les autres livres. Et c'est vrai que c'est pas un catalogue, un livre photo. C'est pas simplement des livres Donc c'est un objet qui peut faire peur. Et c'est pour ça qu'avec France Photobook, qui est l'association de 30 éditeurs en France, aujourd'hui, on travaille ensemble pour essayer de permettre aux gens de mieux appréhender ce que le livre photo a de particulier. C'est pas comme on va dire des livres de peinture, de sculpture qui sont souvent un catalogue, puisque il n'y a pas une narration qu'on peut toujours, quoique, sauf exception, ou des livres techniques, ou des livres avec Là, on a vraiment une écriture qui raconte quelque chose. C'est pas toujours palpable, c'est pas toujours littéral comme narration, mais on raconte quelque chose. Et on essaye avec France Photobook, justement, on travaille à 30 éditeurs, ce qui est assez fou. En fait, j'ai jamais vu ça, moi, dans l'histoire de l'édition. Je travaille aussi dans le livre jeunesse et j'ai jamais vu les éditeurs jeunesse se mettre ensemble pour essayer de mieux faire valoir la connaissance du livre jeunesse, ni en poésie, ni dans les autres secteurs. On a plutôt chacun son territoire. Et là, on s'est tous mis ensemble. Bon, 30, il y en a quelques autres qui ne sont pas dans France Photobook, pour travailler en commission, faire une petite revue, faire un prix des libraires, travailler avec le ministère, travailler avec les IUT métiers du livre, essayer vraiment de petit à petit de permettre aux gens de comprendre un peu mieux ce que cet objet merveilleux, du livre photo peut procurer aux gens, quoi. Oui. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir, quand vous preniez les photos, est-ce que vous étiez à pied? Parce qu'il y a des photos qui sont prises de très loin, d'en haut, de haut, ou d'autres qui sont très proches quand les cavaliers arrivent sur vous. Vous étiez à pied, en voiture? Alors, il faut savoir qu'il y a les cavaliers qui montent à cheval toute la journée. C'est plutôt les jeunes. En tout cas, c'est eux qui font les 15 jours. Des fois, les plus anciens montent à cheval, mais sur une journée ou de manière plus sporadique, comme ça. Et il y a toute une intendance qui suit en voiture, mais aussi les amis, la famille ou des gens du coin qui suivent la chevauchée avec des véhicules, avec les remorques, le matériel et tout ça. Et donc, moi, j'étais plutôt avec eux. Parce que, étant très mauvais cavalier, j'ai décidé de ne pas monter à cheval. Et donc voilà, mais en fait, ça forme une espèce d'immense convoi qui suit les cavaliers. Et donc, j'étais la plupart du temps soit en voiture, soit à pied. Parce qu'il faut savoir qu'ils s'arrêtent, ils font des cérémonies, ils font plein de sortes de choses tout le long de la journée, et qu'on se retrouve tous les soirs au même endroit, tous ensemble. Donc voilà, je les suivais dans les véhicules, mais au début dans le véhicule de Natocha, parce que c'était la seule personne que je connaissais. Et puis j'ai commencé
à me lier d'amitié avec d'autres. Donc j'allais dans un autre véhicule avec un tel et tout ça. Voilà, donc j'étais avec eux mais pas à cheval. Oui, ça j'avais bien compris, mais c'est pas évident quand il y a des voitures devant de faire des photos comme vous faisiez. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, j'étais parfois avec un ami qui s'appelle Joe et qui lui faisait en sorte de me dire voilà, il faut aller à tel endroit, tu vas voir, ils vont passer là et là ce sera bien, ou qui dépassait les voitures pour que je sois bien mis et tout ça. Et donc petit à petit, il a commencé à prendre le pli. Il faut savoir qu'il y a un autre photographe américain qui photographie la chevauchée depuis 25 ans qui s'appelle Ken Martiono, qui lui, il a carrément reçu un nom Lakota, pour vous dire à quel point il fait partie de la famille. Il a son nom Lakota qui veut dire en français celui qui fait sourire les gens. Je trouvais ça très joli pour un photographe. Et donc lui, au début, il était un peu réfractaire aussi parce qu'il avait un peu l'impression que je marchais sur ses plates-bandes et puis qu'au final, il m'a aussi accepté. Lui, je le voyais à chaque fois qu'il y avait une cérémonie qui se passait, je le voyais partir en courant, monter dans sa voiture, aller un peu plus loin. Et il connaissait tout, comme ça fait 25 ans qu'il photographie la chevauchée et que la chevauchée passe toujours aux mêmes endroits parce qu'ils font exactement le même trajet que la tribu de Bigfoot en 1890. Il connaissait tous les endroits. Il disait là, il y a une belle rivière, tu vas voir, si tu te mets sur cette butte, ils vont passer là, ça va être magnifique. Et donc il a commencé à me partager ses bons plans. Et donc petit à petit, j'ai pu faire des... Et comme j'ai été plusieurs fois, aussi la deuxième année, je savais aussi plus ou moins par où ils allaient passer. Et ce qu'ils allaient faire, à quel moment, et un peu anticiper. La photographie, c'est beaucoup d'anticipation. Il faut être au bon endroit au bon moment, et il vaut mieux y réfléchir avant qu'une fois que la photo est passée, que c'est trop tard. Donc, un certain monsieur disait que la photographie était une danse. Je pense que c'est vraiment ça. Un autre monsieur dit encore aujourd'hui que la photographie, c'est un corps dans l'espace. Je pense que c'est aussi hyper important d'être au bon moment, au bon endroit, et pour ça, il faut anticiper. Il faut anticiper, il faut beaucoup réfléchir. Enfin, beaucoup réfléchir. Tout est relatif. Il faut beaucoup réfléchir, voilà. On peut le dire. D'accord, merci. On va devoir s'arrêter, sauf s'il y a une ultime question. Allez, devant. Attends, le micro. C'est juste pour savoir les expositions, s'il y en a déjà eu, si vous en prévoyez, parce que le livre c'est important, mais les expos c'est bien aussi. Il y a une première exposition à la Galerie Polka en septembre et en octobre parce qu'on a gagné le prix La Sens de la photographie de cheval. C'était la première année avec ce sujet-là. Et donc une partie du prix c'était une exposition à la Galerie Polka. Il va y avoir bientôt l'exposition... La photographie à tout prix. Donc, à la BNF, François Mitterrand, site François Mitterrand. J'ai oublié la date parce que je n'ai pas révisé. À partir du 15 décembre et pour au moins 3 mois. Donc, c'est quand vous êtes à la bibliothèque François Mitterrand à Tolbiac. C'est dans la grande allée là, qui relie la librairie au Globe de Coronelli, où vous retrouvez les 4 ou 5 prix sponsorisés par la BNF, donc, dont le prix Niepce et le prix Nadar décerné par Jean Dimache. Donc vous aurez un panneau sur ce livre. Voilà. Donc voilà, et après ça va être exposé à Bruxelles, à la galerie L'Enfant Sauvage, en mars et en avril. Une très belle galerie bruxelloise qui vaut la peine d'être visitée. Voilà, L'Enfant Sauvage. Après ça, à la Villa Perrochon, à Niort, dans le cadre d'une exposition collective qui met en honneur les éditions La Main d'Homme. Si tu veux en dire un mot. Oui, c'est une exposition qui va avoir lieu de juin prochain à septembre, avec un accent qui est vraiment mis sur le livre photographique. Pas que les expositions d'œuvres, mais il y aura 8 photographes qui seront là. Il y aura, pour dire vite, Julien Coquentin, Céline Croze, avec qui on a vu le Nadar il y a 3 ans, Damien Dauphren, Gilles Roudière, Simon, Nolwenn Bro, Gabriel Duplantier et Martine Beaugraine. Voilà, donc il ne sera pas des grosses expositions à chaque fois, il y aura peut-être qu'entre 8 et 12 tirages à chaque fois, parfois un peu plus, mais ça sera bien de se retrouver tous ensemble à la Villa Perrochon à Niort. Et un échange entre plusieurs... Ouais. On va devoir arrêter parce que l'heure tourne.
Donc, comme vous savez, je vous invite à rester. Jean Dimash vous offre un pot de l'amitié dans le hall, hein, un petit pot de l'amitié. Les prochains événements Jean Dimash seront le Café Image. Mais alors, le Café Image, il est réservé aux adhérents. Vous allez me dire, oh, je ne suis pas adhérent. S'il y en a parmi vous qui ne sont malheureusement pas adhérents, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez adhérer. Il doit y avoir des bons d'adhésion derrière, tout à fait au fond de la salle. Et s'il n'y a plus de bons d'adhésion, parce que vous avez tous pris votre bulletin d'adhésion ce soir, c'est aussi possible en ligne sur le site web pour participer donc au prochain café qui sera le samedi 6 décembre. Les adhérents, vous l'avez déjà reçu normalement. Le prochain atelier qui là est ouvert à tous, mais c'est quand même bien d'adhérer. Je ne sais pas si vous avez compris le petit voilà. Ça sera le mercredi 17 décembre, à confirmer. On peut l'annoncer ou à confirmer. Voilà. Ça sera une magnifique surprise pour Noël. Hein. Et la meilleure nouvelle de tout ça, c'est que ce magnifique livre, si vous ne l'avez pas encore, eh bien figurez-vous qu'il y en a une quinzaine, qu'il est au prix de 40 €, que vous pouvez... 46, pardon. Qu'il y en a une quinzaine au prix de 46 €, mais c'est... Que en l'achetant, vous faites une bonne action puisque vous faites vivre le livre photo, mais aussi vous faites un beau cadeau à vous-même ou à des gens que vous aimez pour Noël ou pour une autre occasion. Vous pourrez peut-être vous le faire signer si vous êtes sage, hein, puisque Simon est ici. Voilà, s'il y en a plus ce soir, puisqu'il y en a juste une quinzaine, vous pourrez le retrouver dans toutes les bonnes librairies, photo ou pas photo. Isabelle, est-ce que tu veux nous dire un petit mot avant qu'on close cet atelier? Non. Donc merci encore à toi, merci et bravo. Moi j'ai un petit mot à dire, parce que puisqu'on parle de cadeaux de Noël, je trouve que les adhérents pourraient s'offrir le livre de Jean Dimash. Ça, ce serait vraiment une très très bonne chose, ou l'offrir à leurs voisins, à leurs voisines, à leurs amis, à leur famille. Enfin voilà, nous aussi, on connaît les aléas des ventes. Et donc, on serait très très content de partager le contenu de cet ouvrage avec les adhérents de Jean Dimash. Alors, il est ici. Le livre de Jean Dimash, donc vous pouvez le consulter tout à fait derrière, là au fond. Il est à 25 €, c'est ça? 25 ? Oui, il est à 25 €. Et il retrace les 70 ans de Jean Dimash, donc avec des textes extraordinaires, avec des photos inédites, hein, avec tous les prix Nadar et tous les prix Niepce, alors sauf celui-ci parce que là il est arrivé trop tard. Mais voilà, et vous avez aussi des petits carnets alors là les petits carnets vous pouvez les prendre. Donc merci encore et bravo à David et à